Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes ceux qui nous rejoignent. Bonjour Samy, je vois que vous êtes déjà connecté. Bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle édition. Merci. Ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas partagé du coup de nouvelles rencontres au sein de la journée du CSE. On a le plaisir aujourd'hui de pouvoir accueillir deux nouveaux intervenants. J'ai le plaisir de pouvoir participer avec vous et interagir avec vous, avec deux nouveaux experts sur des thématiques qui continuent de faire vivre tout l'environnement du comité d'entreprise, la vie de l'élu, mais aussi la vie de l'entreprise. On le verra ici parce qu'on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à des projets importants. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui nous rejoignent aujourd'hui et qui découvrent ce projet. Partagez-nous dans le chat déjà si le son est bon, si l'image est bonne. C'est important qu'on puisse le savoir et peut-être changer quelque chose. Et dites-nous si c'est la première fois ou non que vous participez, tout est OK. Si c'est la première fois ou non que vous participez à une édition de la journée du CSE, je vais me permettre de pouvoir reposer un petit peu le cadre de cette intervention. La journée du CSE, c'est un média web qui existe depuis maintenant près de 6 ans. C'est la première fois pour certains d'entre vous. Notre but au sein de ce média web, c'est de vous partager des informations, c'est de vous partager du contenu sur des thématiques qui font vivre le quotidien d'un élu. On sait que la mission d'un élu au sein du comité d'entreprise, la mission du CSE, elle est très importante. C'est vraiment un pilier fort du développement de l'entreprise, que ce soit pour des missions de prévention, que ce soit pour des missions de développement, d'activités sociales, culturelles, et tout le volet aussi de monter en compétences, de faire valoir les droits des salariés auprès de l'entreprise, auprès de l'employeur. Donc notre but, nous, au travers soit des articles de blog, des informations et des brèves qui sont mises en ligne sur le site www.lajourneeducse.com, ou alors par l'intermédiaire de webinars comme aujourd'hui, où je donne la parole à des experts, je donne la parole à celles et ceux qui font vivre un petit peu le milieu de l'entreprise et du CSE. Et mon but, c'est de mettre en lumière des expertises, de mettre en lumière des parcours pour que vous puissiez derrière vous engager des projets. D'abord, vous documenter et prendre de l'information, mais également peut-être travailler avec des ressources extérieures, des partenaires externes qui peuvent vous aider à grandir d'un point de vue personnel et puis faire grandir aussi le comité. Samy, anthropologue du travail, expert CSE au sein du cabinet Midi CTES. Je pense que vous pouvez déjà vous présenter et puis planter un peu le décor avant de rentrer véritablement dans la thématique. Très bien. Tout d'abord, merci Émeric pour l'invitation et bienvenue, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter la démarche d'expertise pour projet important, qui est une capacité des élus CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés, qui peuvent donc recourir à un expert pour étudier un projet important qui vous est soumis donc, en termes d'information, consultation. Je l'ai sous-titré vers une symétrie de l'information parce que c'est concrètement l'objectif d'une intervention en expertise, c'est de pouvoir vous amener le maximum d'informations pour que vous soyez le plus à même de rendre un avis éclairé sur la situation. Alors, pour me présenter, donc moi je m'appelle Samy Elamari, je suis anthropologue, donc j'ai réalisé ma thèse au sein de l'université Toulouse-Jean Jaurès au sujet des stratégies de direction dans l'exportation de produits agricoles à Madagascar. Et j'ai rejoint donc le cabinet d'expertise Midi CTES, qui est situé à Toulouse, il y a maintenant 2 ans et demi. Donc rapidement, je vais vous présenter le cabinet, donc ce qu'on fait, donc différentes compétences. Donc c'est un cabinet qui a été créé en 2016 et qui est passé en scope en 2021. En termes d'activité, on fait des expertises CSE. Ensuite, on est formateur CSE en santé, sécurité, conditions de travail. On mène également des diagnostics, par exemple des diagnostics RPS, et des recherches indépendantes, dont une que je vous présenterai donc à la fin de cette présentation sur l'expertise projet important. En termes d'agrément pour le cabinet, on est expert habilité. Maintenant, depuis un arrêté d'août 2020, qui a été mis en place au 1er janvier 2022, on doit être certifié par un organisme privé de certification qui s'appelle Calianor pour pouvoir intervenir en tant qu'expert habilité. Donc, nous possédons cet agrément. On a également l'agrément formation en SSCT, donc la formation CSE en santé, sécurité et conditions de travail pour les élus, et un agrément CIR, donc, qui est c'est un agrément crédit impôt recherche, qui nous permet
donc de proposer des prestations de recherche et développement en sciences humaines et sociales à destination des entreprises. C'est un agrément donc, qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui permet de bénéficier donc, de crédits d'impôt sur notre intervention de l'ordre de 30%. En termes de spécialité, donc, on est plutôt spécialisé, nous, au sein du cabinet, en organisation du travail et en analyse donc, des risques professionnels, dont les risques psychosociaux. Nous sommes donc un sociologue, une juriste et un anthropologue, et on travaille avec un réseau de Scope qui a également des compétences en termes d'économie-finance, donc l'ensemble des expertises économie-finance, ce qui fait qu'en fait, on couvre l'intégralité du panel en termes d'expertise en appui aux élus du CSE. Qu'est-ce que ça signifie, Scope, déjà? Comment? Qu'est-ce que ça signifie Coopérative ouvrière de production. Et ce que ça permet, en fait, c'est qu'on est à l'horizontale dans notre organisation. Il n'y a pas de niveau hiérarchique. On est tous les trois sur le même plan. Même chose pour les scopes avec lesquels on travaille. Et c'est de cette façon-là dont on intervient dans les différentes entreprises. D'accord. Une petite précision aussi concernant notre cabinet, c'est que nous n'intervenons qu'à la demande des élus CSE. Donc, dans le cadre d'expertise, par exemple, mais aussi si les élus CSE souhaitent engager une démarche de diagnostic et d'engager une démarche paritaire en ce sens avec la direction, dans ce cas-là, on intervient également. Mais on n'intervient jamais uniquement à la demande des directions pour rester cohérent en fait, vis-à-vis de la spécialité de notre métier. D'accord. Donc, tout d'abord, peut-être pour cadrer cette intervention autour de l'expertise projet important, il y a le petit sondage, si vous pouvez y répondre. Donc, est-ce que dans votre CSE, vous avez une commission santé, sécurité et conditions de travail? C'est très égalitaire, les réponses. On est vraiment sur du 50-50. Ok. Très bien. Donc, pour revenir sur la mission générale du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, je rappelle donc l'article L23-12-9 du Code du travail qui rappelle que donc, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique va procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels mentionnés donc, dans un article qui fait état plutôt des risques physiques en termes d'environnement de travail. Mais dans la première précision, c'est à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, donc l'intégralité de ces risques-là. D'accord. Donc ça, c'est la mission des élus CSE, de pouvoir s'assurer de la préservation de la santé physique et mentale. Mais par contre, il y a un autre article de loi qui rappelle que c'est l'employeur qui a cette responsabilité d'assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, ce qu'on a ici, c'est le fondement du dialogue social, à savoir des élus CSE qui sont représentants des salariés et qui s'assurent que l'employeur protège, sécurise ses travailleurs en termes de santé physique et mentale. Pour pouvoir mener cette mission et qu'elle soit inscrite dans des démarches formelles, on a plusieurs outils de suivi et d'évaluation de ces risques professionnels. Donc tout d'abord, ce que vous connaissez certainement, qui est le document unique d'évaluation des risques, qui permet donc de cibler ces risques, de les coter, de définir des actions de prévention pour pouvoir soit les supprimer à la base, soit les limiter au maximum. Et ensuite, on a maintenant ce qu'on appelle le PAPRI-Pacte. Alors le PAPRI-Pacte, ça veut dire le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme annuel, si vous voulez, c'est tous les ans, l'employeur doit présenter un document, un bilan. Dans certaines entreprises de plus de 300 salariés, on appelle ça un bilan social. En tout cas, il doit mettre en avant un rapport sur les conditions de travail, sur la santé et la sécurité. Et ensuite, au vu de ce rapport, déclencher un programme d'action où l'objectif, c'est de pouvoir résoudre les difficultés, les différents risques qu'on a ciblés
avec comme priorité, donc ça c'est une philosophie de la prévention des risques, une prévention primaire, c'est-à-dire d'aller à la cause, non pas simplement limiter le risque, mais de tenter de le supprimer à partir de l'organisation du travail. Il est mis à jour du coup tous les ans par l'employeur, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, on reviendra sur les informations, ce qu'on appelle les informations consultations récurrentes. Oui. Aujourd'hui, par exemple en politique sociale, le PAPRI Pacte est censé s'intégrer à la politique sociale. Sauf que la politique sociale aujourd'hui, donc elle a changé et on peut, par le biais d'accords d'entreprise, sur lequel je reviendrai sur cette question des accords d'entreprise, mais par le biais d'accords d'entreprise, on peut faire que la politique sociale ne soit traitée que à 2 ou 3 années. Mais en réalité, le PAPRI Pacte, lui, ça reste un programme annuel qui doit être traité annuellement en CSE, donc en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Et il est mis à la disposition librement à tous les élus et à tous les salariés même. Alors, aux élus, et ensuite, c'est les élus qui décident de comment eux-mêmes en font la promotion, et parfois, c'est la direction qui décide d'en faire la promotion. Mais là, il n'y a pas d'obligation légale sur cette question de l'information. Donc, dans ce cadre-là, dans ces deux responsabilités-là, entre les élus CSE, donc qui doivent procéder à l'analyse des risques, et l'employeur qui doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, on se retrouve donc dans ce dialogue social de l'information-consultation. L'information-consultation, on a plusieurs types d'information-consultation. On a les récurrentes, dont je vous ai parlé. Alors, en termes de santé-sécurité, les informations qui sont récurrentes, ce sera la politique sociale et l'égalité professionnelle. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, l'égalité professionnelle uniquement. Sauf accord. Parce qu'encore une fois, maintenant, aujourd'hui, on a quand même une possibilité, enfin, ça marche dans les deux sens, mais une possibilité d'avoir des accords d'entreprise qui dérogent aux règles du droit du travail, et donc qui peuvent être avantageuses ou désavantageuses. C'est tout l'enjeu. En termes d'information-consultation ponctuelle, donc le deuxième type, là, on va retrouver donc le projet important en information-consultation ponctuelle, c'est-à-dire quand la direction décide de mettre en place un projet important, elle devra informer et consulter le CSE. Également, en termes de restructuration et de licenciement collectif, d'introduction de nouvelles technologies qui rentrent exactement dans le même périmètre que le projet important, et aussi en termes d'offres publiques d'acquisition, ce qu'on appelle les OPA, ou encore d'opérations de concentration. Il y a toute une suite d'autres consultations ponctuelles, mais là, j'ai mis en avant les principales. Par exemple, un déménagement d'entreprise, on est plutôt sur du ponctuel, on est plutôt sur... On est sur du ponctuel, et qui rentre dans le cadre d'un projet important. Et je détaillerai un petit peu ensuite, quand je vais présenter ce que c'est qu'un projet important, je détaillerai les différents cas de figure qui peuvent se présenter. Mais c'est toujours très singulier en réalité. C'est vraiment, ça suit la vie de l'entreprise. Attendez, hop. Donc, depuis la fusion des instances représentatives du personnel, donc qui intervient après la loi travail de 2016, c'est le CSE qui est désormais compétent en matière de santé et sécurité, alors qu'au préalable, c'était, si certains d'entre vous l'ont certainement connu, le CHSCT. Alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il est possible de mettre en place une commission santé, sécurité, conditions de travail, qui va être la commission référente en matière de SSCT. Elle est obligatoire pour les entreprises où il y a plus de 300 salariés, mais également les entreprises où il y a des risques qui ont été repérés, ou par le biais, comme je dis, d'un accord sur le dialogue social, et une certaine façon de produire l'architecture du dialogue social au sein de l'entreprise. Mais la responsabilité du suivi de la santé et de la sécurité des travailleurs, c'est le CSE qui l'assume. C'est-à-dire que tous les travaux qui sont faits en commission, ils doivent être reportés en CSE et ensuite être validés. Par exemple, les comptes rendus de réunion et les décisions qui sont prises en termes d'action, etc., ça doit être validé en CSE systématiquement. La difficulté avec cette fusion des instances, c'est que l'autonomie précédente de la mission des CHSCT a été fondue dans
l'ensemble des prérogatives de l'instance représentative du personnel maintenant, qui est le CSE. Et en réalité, nous, dans notre expérience, on voit ce risque de dilution de la compétence par le fait qu'il y a moins de moyens alloués et que le CSE doit assumer un panel extrêmement large, en réalité, de prérogatives. Donc, nous, ce qu'on stipule, c'est déjà le fait que prendre appui sur des cabinets extérieurs qui travaillent sur ces questions-là, aujourd'hui, c'est régulièrement une nécessité pour les élus qui n'ont pas le temps de temps à consacrer à l'étude de projets importants ou de pouvoir mener pendant 3 voire 6 mois des études sur risques graves au sein de l'entreprise. Voilà. C'est une nécessité qui leur permet de maintenir un niveau d'information qu'ils ne pourraient pas atteindre sans. En tout cas, ça serait très compliqué pour eux. Il y a souvent un manque de ressources. Ouais. Tout à fait. Et d'autant plus avec cette fusion des instances où, y compris des directions aujourd'hui, reviennent, en tout cas font un bilan relativement sévère de la perte en autonomie du CHSCT parce que pendant la crise Covid, on a vu une distance majeure entre ces espaces du dialogue social, que sont les instances représentatives du personnel, et la réalité du travail, où il y a de moins en moins c'est de plus en plus compliqué pour les élus aussi, d'aller régulièrement sur le terrain en termes d'heures de délégation, etc. Donc, on espère que par cette expérience-là, on va pouvoir monter des accords sur le dialogue social au sein des entreprises qui soient un peu plus confortables pour que les élus puissent mener à bien leur mission. Mais on rappelle effectivement que maintenant que pour la plupart des personnes, un mandat complet a été fait dans le cadre du CSE, qu'il faut régulièrement donc revenir sur cette architecture du dialogue social au sein de l'entreprise et s'attacher les services de cabinets extérieurs, notamment sur des conseils pour pouvoir produire un nouvel accord sur le dialogue social. Donc, ça sera par exemple sur la question des représentants de proximité, la question du droit d'expression des salariés et de l'incorporer dans l'architecture des IRP. Donc ça, c'est des possibilités, de définir des établissements distincts qui auraient des CSE distincts du CSE central, de définir à quel niveau on informe et on consulte, comment fonctionne l'information consultation, quels sont les délais, la prise en charge des experts, par qui elle est faite. Est-ce que c'est par le CSE? Je reviendrai sur la question des dispositions légales, mais est-ce que c'est par le CSE à 20% ou est-ce que c'est une prise en charge totale par l'employeur? Voilà. Aujourd'hui, un peu dans notre malheur, on a quand même la possibilité de produire des accords d'entreprise qui reviennent sur cette architecture et qui permettent de mieux gérer la mission qui incombe aux élus. Ces accords d'entreprise, ils sont négociés par les élus ou négociés par la direction? Par les deux, en fait. D'abord par les organisations syndicales, par exemple, quand il y a la présence de délégués syndicaux. Donc c'est en direction délégués syndicaux. S'il n'y a pas de délégués syndicaux, c'est par le CSE qui est mis en place, et c'est à tout moment qu'on peut produire un nouvel accord sur le dialogue social. Donc, sur la question des informations de consultation ponctuelles, donc je vous ai mis la définition légale qui est encadrée par l'article L2312-8 du Code du travail. Donc, le comité social et économique, il a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Je pense que Véronique reviendra sur cette question, mais effectivement, maintenant, la prérogative du CSE en termes d'environnement suppose que cette question soit systématiquement intégrée dans leur avis, dans l'avis à rendre par le CSE. Et donc, ce qui suppose que, à la fois dans le cadre du projet important, mais aussi son expertise, il faut des éléments d'information sur la question de l'impact environnemental du projet en question. Donc, c'est le même article, il rappelle que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, et notamment sur le 4e point, donc je perds juste pour cibler sur le projet important, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.
Et enfin, il reprécise à la fin donc, que le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au 2, donc notamment sur la question des projets importants. Très bien. Alors, je crois qu'à ce moment-là, il y avait un sondage. Hop, je vais vous le poster juste ici. Donc, avez-vous déjà été consulté pour un projet important? C'est la question. Et là, la réponse est plutôt dans la négative pour le moment. Effectivement, on est plutôt sur l'absence d'une première consultation pour un projet important. Maintenant, on est à 50-50. Et là, maintenant, on est remonté à 50-50. Les gens se réveillent. Le sondage, ça permet toujours de réveiller l'audience. Et on est encore à 50-50, effectivement, comme pour la CSSCT. Mais qui a bien remonté d'ailleurs la CSSCT. Je n'avais pas regardé le sondage, mais on est quand même à 57% de non. Ouais. Après, ça dépend vraiment aussi de l'architecture, à la fois des effectifs au sein de l'entreprise, bien sûr. Si on est un CSE de moins de 50 salariés, c'est différent. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, le projet important, vous verrez que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs projets importants pour lesquels vous n'avez pas été consulté dans le cadre de votre mission des élus. Ça, c'est régulier et ce que ça constitue, ça s'appelle un délit d'entrave. Et c'est toujours bien de le savoir pour pouvoir à la fois le rappeler à la direction qui, du coup, va peut-être raccrocher au fil de l'information consultation ou bien de lui opposer par le biais juridique des éléments pour faire en sorte que vous soyez consulté, informé et consulté sur cette question. Alors d'abord, je reviens très brièvement sur la définition du projet important. C'est ce qu'on appelle un aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Alors, en termes d'exemple, effectivement, donc Aymeric, vous aviez évoqué la question du déménagement. Le déménagement, il rentre en compte dans cette définition du projet important. On va retrouver également, c'est stipulé très clairement dans l'article de loi, l'introduction de nouvelles technologies de production, de nouvelles façons, des nouveaux logiciels, de nouvelles machines, etc. Des fusions de services, des externalisations de compétences, des transferts d'équipes, des regroupements d'équipes, des nouvelles procédures d'évaluation, un nouveau dispositif de contrôle, par exemple, en termes de reporting, en termes par exemple, sur les accords sur le télétravail et la manière dont est géré le logiciel avec lequel on télétravaille, de nouvelles compétences, de nouvelles attributions, on va dire, d'un service dans l'entreprise, acquérir un nouveau service et donc développer de nouvelles activités. Voilà, la mise en place d'un nouveau logiciel en compta, ce genre de choses. Voilà, tous ces éléments-là, ils constituent un projet important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de salariés qui sont concernés par le projet ne détermine pas à lui seul s'il est important ou pas. À partir du moment où on a quelque chose qui va venir changer l'activité de travail, éventuellement impacter le sens au travail, le collectif de travail, etc., c'est un projet important. Et dans ce cadre-là, ce que la direction demande aux élus, quand elle les informe et qu'elle les consulte, c'est de produire, de donner un avis, et un avis qui soit éclairé, qui soit motivé, un avis négatif ou positif, qui soit éclairé. Et ça permet aux élus à la fois d'avoir un temps, donc 1 mois, s'il n'y a pas d'expertise, c'est 1 mois pour pouvoir évaluer ce projet, rendre un avis, communiquer cet avis aux différentes instances externes, on va dire, qui participent un peu de la vie des CSE, que ce soit le préventeur CARSAT, médecin du travail, inspection du travail, donc la directe, etc., pour que ces personnes-là puissent être au courant un petit peu de la mise en œuvre, des risques qui ont été soulignés par les élus. Et ensuite, voilà, si jamais il y a un souci, qu'on ait cette documentation, qu'on ait le fait que ça a déjà été écléré comme situation, ça pourra aider les élus dans la suite de leur travail de représentation. Quand vous dites que c'est un avis éclairé, je pense qu'il y a un peu un vide juridique. On ne sait pas bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un avis éclairé, parce qu'on n'a pas de quantité d'informations qui sont définies et forcément obligatoires à mentionner. Il faut donner le plus d'informations possible, mais
sans pour autant qu'il y ait une véritable obligation en termes de contenu, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. C'est toujours dans le cadre on va dire, dans toute la législation qui entoure le dialogue social, la plupart de ce qui est c'est par le biais de jurisprudence en fait qu'on obtient un peu plus d'indications sur la quantification, ce genre de choses. Mais par contre, on sait qu'il y a des précisions sur le contenu d'un projet. Quand il est présenté, le contenu d'un projet, on a beaucoup de jurisprudence qui nous permettent de pouvoir opposer à la direction, par exemple, un trop faible état de connaissance du projet en tant que tel. Par exemple, c'est possible qu'un projet soit présenté trop tôt, et auquel cas, s'il n'y a aucune projection, si les élus finalement sont incapables de pouvoir rendre un avis parce qu'il n'y a aucune projection concrète sur l'activité de travail, à ce moment-là, on pourra opposer à la direction, d'un point de vue juridique, on pourra opposer à la direction le fait que l'information consultation ne peut pas démarrer pour le moment, dès lors qu'il n'y a pas les informations suffisantes. Ensuite, la question de l'avis éclairé, qui est celui des élus, c'est le fait qu'ils puissent accéder à suffisamment d'informations pour rendre cet avis, qu'il soit positif ou négatif. Et là, par contre, ça, c'est à l'appréciation des élus, le fait qu'il ait été éclairé ou non. Souvent, les élus, justement, quand ils ne disposent pas suffisamment d'informations ou qu'ils ont des inquiétudes au préalable, ils vont solliciter l'appui d'un expert pour pouvoir travailler sur ce projet, éventuellement cibler des risques, des trous dans la raquette, aller interroger la direction sur les éléments clés de ce projet et aussi obtenir des informations et de la documentation que les élus en tant que tels ne peuvent pas obtenir. C'est ça aussi un peu l'avantage des interventions extérieures, que ce soit pour les expertises en écofinance par le biais d'un expert comptable ou en qualité de vie au travail par le biais d'un expert habilité, c'est la capacité aussi d'accéder à de nouvelles informations pour pouvoir juger du bien fondé ou non du projet. Alors, l'expertise pour projet important, elle est encadrée par un article de loi, donc je ne l'ai pas indiqué ici, mais c'est l'article L2315-94 qui encadre la possibilité pour le CSE de faire appel à un expert habilité, donc en qualité de vie au travail, autour donc, de 3 possibilités. La première possibilité, c'est ce qu'on va appeler le risque grave. Le risque grave, qui est pris en charge donc à 100% par l'employeur, il intervient quand les élus, c'est un peu dans le même cadre que le DGI, le danger grave et imminent, le droit d'alerte sur un danger grave et imminent en santé, sécurité et conditions de travail. Il intervient au moment où les élus constatent une dégradation des conditions de travail par le biais d'indicateurs, donc arrêt de travail, maladie professionnelle, presque accident, situation grave, donc ça peut être tentative de suicide ou suicide, violence interne, violence externe, etc. Voilà, donc il y a tout un tas. Quand, en gros, là, il y a une rupture dans la continuité du service de l'entreprise, ils peuvent déclencher cette expertise risque grave, pour lequel on intervient également, et peut-être qu'un jour, dans le cadre de la journée du CSE, je pourrais revenir aussi sur cette expertise-là et la présenter. Elle est souvent une ressource assez importante pour faire un point quand une entreprise va mal, et notamment dans le cadre de la santé, sécurité et conditions de travail. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de recourir pour les entreprises de plus de 300 salariés donc, à une expertise sur l'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle, donc il va venir interroger par le biais de différents indicateurs, mais aussi de l'étude de terrain, la division sexuelle du travail, les inégalités de genre au travail. Et enfin, donc, troisième possibilité, cette expertise pour projet important. L'expertise pour projet important, en termes de financement, elle est désormais, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, elle est assurée à 80% par la direction et à 20% par le CSE. Il faut compter, par exemple, c'est vraiment, il n'y a pas quelque chose de standard, ça dépend vraiment du projet. Mais on va dire que régulièrement, de par mon expérience, on est entre 25 000 et 30 000 euros l'expertise, ce qui va supposer entre 5 et 6 000 euros de participation du CSE. Ça, c'est la donnée légale. Ensuite, si jamais le CSE n'a pas ce budget,
l'expertise sera prise en charge à 100% par l'employeur si, et seulement si, et ça c'est un petit astérisque qui est important à noter, si le CSE n'a pas transféré au cours des 3 dernières années d'exercice à partir de son budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles. Ouais, l'excédent de budget de fonctionnement. Vers les ASC. Voilà. Donc, c'est une bonne chose à savoir aussi dans la gestion des comptes du CSE pour parfois ne pas être pris au piège, en tout cas pas limité dans cette démarche d'expertise si on n'a pas le budget. Il peut y avoir des accords d'entreprise pour modifier cette répartition de prise en charge? Oui, Ou vraiment, tout est désormais négociable puisque c'est l'accord d'entreprise qui prime systématiquement. Et donc, dans ce cadre-là, dans une entreprise, par exemple, où il y a régulièrement des projets importants, on peut demander, on peut négocier avec la direction le fait que la prise en charge soit complète. D'accord. C'est possible. Voilà. Ensuite, donc, quand le CSE considère qu'il est nécessaire, que les élus CSE considèrent qu'il est nécessaire de partir sur une expertise pour projet important, il faut savoir qu'en amont de la désignation, il faut rentrer en contact avec un cabinet d'expertise. Alors celui que vous connaissez déjà ou un nouveau, etc. Mais il faut rentrer en amont pour pouvoir présenter le projet, s'assurer. Normalement, c'est une information consultation pour projet important, donc il n'y a pas trop de problème sur le fait que ce soit effectivement un projet important et qu'une expertise soit possible, mais il faut quand même produire une délibération qui soit correcte, qui soit dans les normes pour éviter tout risque de contestation. On reverra ensuite le reste des risques de contestation, mais celle-ci, c'est la première sur les modalités de la délibération. Dès la réception des documents, que ce soit sur le biais de la base de données économiques et sociales, ce qu'on appelle la BDES, ou directement donc, en CSE, par exemple, il faut demander, si c'est en CSE, demander une suspension de séance et là, rentrer en contact avec l'expert pour produire une délibération correcte et une désignation. Savoir aussi si le cabinet d'expertise avec lequel on a l'habitude de fonctionner est effectivement disponible sur le moment. Parce qu'il faut savoir, je reviendrai un peu sur les échéances, mais les échéances sont courtes. C'est un travail dense sur l'expertise pour projet important. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un sondage aussi sur cette slide pour savoir si vous avez, déjà dans votre expérience d'élu, engagé une expertise pour projet important. Le voici. Merci. En attendant que les gens y répondent, j'avais une question par rapport au délai de mise en place. Il me semble que dès l'instant qu'il y a la mise en place d'un projet important, le recours à une expertise, elle doit être datée. Du moins, on a un délai minimal ou maximal à respecter ou pas? En fait, il faut considérer que l'information consultation démarre dès le dépôt, sauf accord, encore une fois, mais dès le dépôt des documents dans la base de données économiques et sociales. D'accord. C'est à partir de ce jour-là. Ensuite, le CSE va avoir lieu, un CSE extraordinaire ou ordinaire en fonction de la temporalité. Et c'est dans ce cadre-là que l'expert sera désigné. En soi, si le CSE demande, je reviendrai sur les échéances, mais quand même, si le CSE demande une expertise, il y a 2 mois pour rendre son avis. D'accord. Il y a 2 mois pour rendre son avis. L'expert doit rendre le rapport 15 jours avant l'avis du CSE. Donc, ça veut dire que l'expertise doit se faire en 45 jours. Oui, ce qui est court en fonction de la nature du projet, évidemment, mais ça peut être effectivement très dense. C'est très court. Ça, c'est depuis, ces limites-là, c'est depuis une dizaine d'années. Avant, ça n'existait pas. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas regardé le sondage, excusez-moi. C'est non, à 87%. D'accord. Alors, l'expert sur lequel vous pouvez vous appuyer, donc comme je vous ai précisé au départ, il est nécessaire qu'il soit habilité. Et aujourd'hui, cette habilitation, elle correspond à une certification. C'est la certification Calianor pour l'ensemble des experts CSE en qualité de vie au travail. L'objectif pour l'expert, ça sera de réduire l'asymétrie d'information, de vous apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez fournir cet avis éclairé, mais aussi, bien sûr, c'est toujours d'être en relation avec vous pour pouvoir
produire de façon mutuelle cet avis éclairé. Parce qu'en réalité, l'expert, il aura du temps à consacrer à l'étude du projet, mais il a besoin de tout l'historique, de tout votre historique et de votre compréhension de l'entreprise pour pouvoir produire cet avis, en réalité. Donc, c'est toujours vraiment un travail associé, mutuel, qui doit se mettre en place dès le début de l'expertise avec des appels réguliers avec la personne qui sera désignée pour suivre l'expertise au sein du CSE, pour pouvoir toujours garder le fil, que nous, on s'assure qu'on répond bien à vos demandes et que vous puissiez voir un peu vers où on va. Donc, les 3 objectifs dans le cadre de la certification, ils sont le respect des délais, c'est obligatoire pour que vous puissiez vous-même rendre l'avis, répondre à la demande du CSE, parce que dans la délibération, il y a toujours un mini cahier des charges qui est produit par le CSE pour orienter la mission de l'expert autour du projet et quels risques il va falloir cibler en particulier, ce genre de choses. Et ensuite, apporter les outils pour que le CSE il puisse se saisir de cette expertise pour la suite de sa mission en santé-sécurité, pour qu'il puisse voir quel type d'indicateurs nous, on a mobilisés et comment il peut les utiliser à nouveau, sans faire appel à nous, par exemple, dans le cadre de sa mission, pour pouvoir opposer à la direction certaines directives, certaines orientations par rapport à l'expertise précédente. En termes d'échéance, donc comme je vous le disais, le CSE, il a 2 mois pour rendre son avis à partir du dépôt du document projet dans la BDES. Il a 3 mois si jamais ce projet important concerne à la fois un CSE central plus un CSE établissement, avec 15 jours de délai entre le rendu de l'avis du CSE établissement puis le rendu du CSE central. Donc là, quand généralement, c'est un projet qui est relativement important, donc qui demande un peu plus de terrain et éventuellement beaucoup de mobilité géographique aussi. Parce que quand on est sur un CSE central, ça peut supposer après des interventions sur site dans toute la France. Ouais. Je ne l'avais pas précisé au départ, c'est le cas pour l'ensemble des cabinets, je pense. En tout cas, nous, on intervient sur la France entière dans le cadre des expertises. Donc, quand on démarre, quand on est désigné en tant qu'expert, on va devoir d'abord produire une première demande d'information. On a 3 jours pour le faire. Ça, c'est encadré par décret. On a 3 jours pour adresser à la direction une première demande d'information avec une liste de documents relativement conséquente sur plusieurs indicateurs en termes de santé-sécurité. Mais ça va être par exemple demander les documents uniques, demander le PAPRI Pacte, demander des expertises précédentes, demander les documents projets, bien évidemment. Mmh. Et puis puisqu'on aura pu parcourir, nous, le document projet généralement en amont, on va pouvoir demander des éléments un peu plus précis, c'est en fonction de chaque expertise. La direction a normalement 5 jours pour répondre à cette demande. À la fin de ce délai, on peut opposer juridiquement à la direction la nécessité de nous fournir ces informations. Sinon, donc, on passe sur un trouble manifeste illicite au déroulement de l'expertise, mais également pour le CSE un délit d'entrave. On peut engager une procédure mutuelle à partir de ces 2 éléments-là pour demander à la direction de nous donner les documents en question. Ensuite, à partir du jour de la désignation, on a également 10 jours pour produire cette lettre de mission, qui est également encadrée par décret, et qui revient sur le contexte, sur le point de vue des élus, sur le point de vue de la direction, sur la méthodologie qu'on va employer, les différentes hypothèses, le calendrier et le devis estimatif de l'intervention. Voilà. Donc, qui sera ensuite signé par les 2 parties, à la fois la secrétaire CSE, le secrétaire CSE et la direction. Donc, en termes d'outils mobilisés dans le cadre d'une expertise pour projet important, comme je vous l'ai dit, d'abord, on va procéder à une analyse documentaire, à la fois des documents projets, et essayer de trouver au sein des documents liés à la santé, sécurité et conditions de travail, mais pas seulement, on peut toujours aller chercher un petit peu plus loin, ce qui va nous permettre de comprendre la situation de travail actuelle et comment ce projet va
pouvoir bousculer ou accroître des risques déjà présents au sein de l'entreprise. Ensuite, on peut procéder, ça dépend de l'étendue du projet important, mais on peut procéder par des questionnaires en santé-sécurité qui sont standards, SIGRIST, Carasec, ce genre des formules standards qui nous permettraient, par exemple, de comparer avec d'autres, avec un indicateur moyen qui est déjà produit, mais aussi des questionnaires spécifiques et qui ensuite, des questionnaires spécifiques qui pourront être réutilisés par le CSE pour interroger régulièrement l'état de santé physique et mentale des agents ou des salariés au sein de l'entreprise. Ensuite, on va procéder beaucoup par entretien individuel et collectif, alors à la fois avec les responsables, on va dire, du dialogue social, que ce soit du côté CSE comme direction, mais aussi inspection du travail, médecine du travail, préventeur CARSAT, et les responsables projets, par exemple. Et ensuite, des entretiens individuels ou collectifs avec les salariés directement impactés par la mise en place du projet. Tout le monde est concerné, ouais. Oui. On pourra procéder également à des observations de situation de travail. Donc là, par exemple, moi, en tant qu'anthropologue, j'ai beaucoup développé cette capacité d'observation, ce qu'on appelle l'observation participante. Alors là, elle n'est pas participante, parce que je ne viens pas travailler au sein de l'entreprise, mais en tout cas, je peux accompagner les salariés pour essayer de comprendre leur activité de travail, y évaluer la charge de travail et la manière dont le projet, puisque je l'ai en tête, la manière dont le projet pourra accroître, par exemple, des questions d'interruption de tâches ou venir remettre en cause le sens au travail. Voilà. L'objectif des observations, c'est aussi d'être avec les personnes et qu'elles puissent nous raconter tout en faisant ce qu'elles font. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de toujours un petit peu plus matériellement constitué que des entretiens où parfois on manque un peu le coche sur les entretiens parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans cette réalité du travail, même si normalement les gens sont formés pour le faire et on y parvient la plupart du temps. Et enfin, donc il y a toute autre méthode ou approche nécessaire pour étudier le projet présenté, parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'expert CSE, c'est une forme d'artisan, quoi. La chose est toujours très artisanale, on la produit, on a des petits trucs du métier, toujours, voilà, avec des indicateurs, etc. Mais on doit toujours s'adapter à une situation qui est différente. Ouais. Et nous, au sein du cabinet, on intervient sur tous les secteurs. On n'a pas de spécificité de secteur, on intervient vraiment sur tout type de secteur et on fait tout type de secteur très, très régulièrement. Et en fait, on retrouve globalement toujours la même question autour notamment de la charge de travail et de la question des risques psychosociaux. Il y a des spécificités par secteur, mais c'est toujours à peu près les mêmes enjeux qui se décrivent dans le cadre des projets importants. Mais le rendu est toujours unique, puisque certes, les outils utilisés peuvent se rapprocher d'un secteur à l'autre, d'une expertise à l'autre, mais le rendu est toujours différent. Oui, tout à fait. C'est toujours très spécifique et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce travail, parce qu'en tant que chercheur, finalement, ça nous permet à la fois de répondre à des demandes concrètes et notamment pour une mission qui est relativement noble, qui est celle de la santé physique et mentale des travailleurs, mais d'adopter pour ça une démarche de recherche. Alors certes, assez restreinte par rapport à ce qu'on peut avoir comme délai dans le cadre d'une recherche fondamentale, mais en tout cas, c'est une recherche appliquée qui permet de développer ces outils, mais au service de quelque chose de très concret. D'accord. Ensuite, alors, quand on a terminé cette expertise, donc là j'ai noté vote des préconisations, mais avant même ce vote des préconisations, il y a d'abord ce qu'on va appeler une restitution préparatoire. La restitution préparatoire, c'est une fois que l'expert a fini son rapport, il va le présenter aux élus, et uniquement aux élus du CSE, pour indiquer les axes clés du rapport, et construire avec eux la manière dont eux, ils vont se l'approprier et la manière dont finalement ils vont également intervenir dans le cadre de la restitution plénière, là, qui se fait en CSE extraordinaire, extraordinaire ou ordinaire aussi, ça dépend des temporalités. En tout cas, où il y a un point à l'ordre du jour sur la restitution de cette expertise, et les élus auront eu le temps en amont donc de se préparer, de demander en fait la mise en place, le fait de voter des préconisations qu'on aura pu élaborer à partir des pistes d'action que nous on va mettre dans le rapport, de demander à la direction de mettre en place un plan d'action qui sera suivi, notamment par une commission, ou directement en CSE en fonction de l'architecture du dialogue social,
de s'assurer de l'efficacité de ce plan d'action par le biais d'une évaluation qui serait intégrée dans le PAPRI-Pacte, donc le programme annuel de prévention des risques dont j'ai parlé au préalable, et aussi par exemple, demander un retour d'expérience post-projet, qui est généralement bienvenu, c'est-à-dire de revenir, que le cabinet revienne 1 an plus tard pour voir si les risques qu'il avait soulignés ont réussi à finalement être endigués par le biais du plan d'action, ou si finalement ça n'a pas eu lieu, etc. Voilà. C'est des choses qui, généralement, un retour d'expérience, c'est quelque chose d'assez formateur aussi pour les élus. Moi, j'avais une question par rapport à ça lorsque le rendu est plutôt négatif. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un manquement, il y a véritablement, pas forcément jusqu'à un délit d'entrave, mais il y a véritablement des risques qui sont avérés. Quelle est la réponse obligatoire de l'employeur? Est-ce qu'il a une obligation d'y répondre, de réactualiser, ou le projet prime sur les avis? En fait, tout dépend de la manière dont les élus CSE ont décidé d'intégrer ou non l'inspection du travail. Généralement, nous, on va produire un rapport, mais à aucun moment, on aura une contrainte vis-à-vis de l'employeur, au même titre que les élus CSE, en réalité. L'information consultation, l'avis peut être négatif, la direction peut poursuivre. Par contre, ce qu'on aura su faire, c'est documenter des risques liés à ce projet. Ouais. Et au moment de l'application de ce projet, si ces risques s'avèrent réels, c'est-à-dire qu'il y a une matérialisation de ce risque, là, on peut à la fois saisir l'inspection du travail, mais aussi déclencher une expertise pour risque grave. D'accord. Ouais. L'expertise pour risque grave, elle va documenter de façon beaucoup plus approfondie la situation de travail au sein de l'entreprise et permettre à l'inspection du travail, qui n'a pas le temps de faire ce travail d'étude approfondie, de s'appuyer sur le rapport pour ensuite mettre en demeure l'employeur. D'accord. Voilà, on voit un petit peu la chaîne, si jamais malheureusement la direction n'enclenche pas un plan d'action suffisamment efficace pour réduire les risques. Voilà un peu la chaîne qui peut nous amener jusqu'à une contrainte, une mise en demeure, c'est une contrainte quand même qui est relativement importante de la part de la directe sur la direction en question quand les risques sont avérés. D'accord. Donc pour terminer sur cette présentation de l'expertise pour projet important, je voulais vous présenter également un projet de recherche indépendant qu'on mène au sein du cabinet Midi CTES et qui concerne donc les stratégies des directions dans le cadre des projets importants. Donc on l'a appelé Stradivarius pour stratégie des directions, la variété des stratégies des directions depuis la fusion des instances représentatives du personnel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir de ce cas de figure des projets importants, mais pas seulement des projets importants. En vrai, on étend un petit peu le champ, à savoir autour des informations, consultations plutôt ponctuelles, quoi. Comment se fabrique cette information consultation et en quoi la nouvelle architecture du dialogue social au sein de votre entreprise est venue soit renforcer ou plutôt diminuer votre capacité de suivi de ces projets importants ou globalement de ces informations consultations ponctuelles. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quel est l'impact sur le travail de représentants des salariés avec un recul qui est suffisant maintenant puisque globalement, donc, comme je le disais, il y a un mandat qui a déjà eu lieu. Donc, si jamais vous souhaitez participer à cette recherche, c'est juste de l'ordre des entretiens, des rencontres, des entretiens, vous pouvez nous contacter donc à cette adresse, donc recherche@midi-ctes.fr, et je serai ravi, moi qui encadre ce projet de recherche, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur vos expériences concernant cette nouvelle architecture et essayer de comprendre un petit peu au mieux s'il y a effectivement des stratégies de direction, même si on sait déjà qu'il y en a, et peut-être pour au mieux répondre à la construction de nouveaux accords sur le dialogue social, justement pour un petit peu pallier la diminution précédente. Donc voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu plus long que prévu, j'avais prévu un temps de questions. Mais on en a, il y a 3 ou 4 questions directement dans l'onglet questions du coup. Il y avait une première question qui avait été posée au début, si la SSCT est obligatoire si moins de 50 salariés? Non, pas du tout. Et elle n'est pas obligatoire non plus à plus de 50, elle est obligatoire à plus de 300 ou si des risques ont été repérés
j'y avais répondu de toute façon dans le cadre de la présentation, mais voilà, sauf s'il y a des risques repérés, sauf s'il y a un accord sur le dialogue social. Ça, c'est pour les plus de 50. La plupart des prérogatives en termes d'information-consultation, en réalité, c'est pour les CSE de plus de 50. L'information-consultation pour les CSE de moins de 50 est beaucoup plus limitée. Et elle va, par exemple, se concentrer sur la question des licenciements économiques, à partir de 10, si je me trompe. On avait une autre question. Est-ce aux élus de diffuser leur avis aux instances extérieures? Alors, c'est effectivement aux élus, aux secrétaires CSE, d'inviter les instances extérieures à venir. Il faut demander en fait à la direction, c'est la direction qui va produire à la fois qui va valider ordre du jour, qui va faire les invitations et tout, mais c'est le secrétaire ou la secrétaire CSE qui va demander à ce que l'inspection du travail, la médecine du travail, le préventeur CARSAT soient conviés à cette réunion. D'accord. Alors, je reprends la liste, hein, je les remonte, ces questions. Lorsque nous sommes un CSE de moins de 50, mais avec une CSSCT exigée par l'inspection du travail, peut-on diligenter des enquêtes? Et des comment enquêtes, financer, puisque le CSE, dans le cas d'une entreprise de moins de 50, ne dispose pas de budget? Effectivement. En fait, il est possible de diligenter des enquêtes, mais ça sera assumé par le biais des élus. Mais par contre, dans ces enquêtes, notamment sur des questions de risques graves, repérés, etc., les heures de délégation ne sont pas comptées, au sens où les heures que l'élu va passer en enquête ne sont pas soustraites de ces heures de délégation. Par contre, en termes de recours à l'expertise, ce n'est pas possible. Merci pour la réponse, effectivement. Et merci à celles et ceux qui posent des questions. Si on ne fait pas d'expertise, mais que des risques sont listés dans l'avis, peut-on malgré tout revenir vers l'inspection du travail et demander une expertise pour risques graves? Tout à fait. Donc ça, c'est effectivement un autre scénario possible. À partir du moment où les élus ont fait ce travail et qu'ils ont eux-mêmes repéré les risques à partir des documents qu'ils ont en leurs mains, à partir du moment où ils formulent l'avis négatif en indiquant correctement, voilà, dans le PV, les PV CSE, c'est important pour ça, hein, mais en indiquant correctement voilà, toute la motivation qui rend l'avis négatif et les risques qui sont repérés et qui considèrent comme graves, c'est bien de mettre l'inspecteur en copie, inclus dans cet avis. Mais le départ de l'expertise risque grave se fera par la suite. Et ce qui est important aussi, pour le risque grave, c'est peut-être encore plus important que pour le projet important, c'est de rentrer en contact avec l'expert avant pour produire la désignation. Parce que par contre, en termes de risque grave, les contestations sont beaucoup plus nombreuses et il faut savoir produire, c'est à nous de produire le risque en tant que tel, c'est-à-dire d'illustrer ce risque par le biais d'indicateurs pour éviter toute contestation, ou s'il y a contestation, au moins s'assurer une victoire au niveau juridique. On avait une dernière question, mais c'est bien parce qu'on est vraiment dans les temps. Notre entreprise souhaite changer de mutuelle. Est-ce que, lorsque le CSE est consulté pour le choix de cette mutuelle et a engagé un courtier, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un changement majeur, donc dans le cadre d'un projet important, changement de mutuelle? Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai jamais vu ce cas de figure. Et il me semble, donc, puisque ça concerne peu la question des conditions de travail, de la santé physique et mentale au travail, je ne pense pas que le changement de mutuelle, même s'il est consulté, s'intègre à la question du projet important. Et c'est encore un autre cas spécifique, mais je l'avais également en tête, dans le cadre d'une entreprise qui double ou qui triple ses effectifs sur une période assez courte, passer de 50 à 120 salariés sur l'espace de 3 mois, donc en surcroissance et surrecrutement. Est-ce que ça va impacter l'organisation du travail? Oui, tout à fait, oui. Ça bouscule toute une suite, à la fois l'activité de travail, le collectif de travail, le sens du métier, la manière dont il y aura forcément des changements en termes d'organisation de production quand on gonfle de la sorte. Et ces projets qui sont de l'ordre de la restructuration, finalement, de l'expansion d'activité, ils rentrent dans le cadre d'un projet important, mais parfois ils ne vont pas être consultés. Et ce qui est important aussi pour les élus CSE, c'est d'être suffisamment formés pour, une fois qu'ils ont ces éléments-là,
rappeler à la direction qu'il s'agit là d'un projet important et qu'ils souhaiteraient être informés, consultés dans le cadre légal des informations, consultations ponctuelles pour projets importants. Donc, en fait, c'est un travail constant pour les élus, à la fois de formation, de réactivité et de prise en compte de cette expérience pour la suite de leur mission. D'accord. Allez, on a le temps d'une toute dernière question qui vient d'être posée. Qui peut envoyer le PV de réunion CSE à l'inspection du travail? Est-ce l'employeur ou le secrétaire du CSE? Alors, ce qui est possible de faire, normalement, c'est l'employeur qui doit envoyer le PV, mais en réalité, vous pouvez, en tant que secrétaire CSE, être directement en lien avec l'inspection du travail et lui faire parvenir ce PV. Il n'y a pas de complication. Eh bien, il est 10h57, Samy. C'est rare d'avoir une gestion du temps de la sorte. Je vous le dis, on a souvent eu des gens qui débordaient, qui grignotaient beaucoup. Je sais que Véronique, en plus, est déjà prête dans les starting blocks en préparation. Super. Merci beaucoup. Samy, je vais vous laisser bien évidemment le mot de la fin. Je me permets de remettre tout de même le projet Stradivarius auquel vous participez, auquel vous demandez potentiellement une participation de la part de nos intervenants. Oui, donc c'est avec plaisir en tout cas que vous pouvez nous contacter à ce sujet si vous souhaitez revenir sur votre expérience, vous, en tant qu'élu, pour qu'on puisse, c'est pour 2025, produire un rapport suffisamment conséquent et aider les élus, qui sera rendu public d'ailleurs, et pour aider les élus sur le sujet de l'accord sur le dialogue social. Et aussi, évidemment, donc, si vous avez d'autres questions sur des éléments plus spécifiques en termes de formation, en termes d'expertise, projets importants, etc. Vous nous contactez à l'autre adresse, donc contact@midi-ctes.fr. Vous nous contactez, moi je me ferai aussi un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir posé des questions, et j'espère que ça vous a apporté des éléments.